Bonjour, bienvenue sur la partie droit de la commande publique. Aujourd'hui, nous allons évoquer dans le droit de la construction la place de l'arbitrage. L'arbitrage, une justice au fondement conventionnel qui est totalement parallèle à notre justice d'État dans les marchés travaux notamment. Donc sa place dans les marchés travaux, c'est une juridiction sans imperium, on verra plus tard ce qui est une juridiction, c'est une justice sans le pouvoir de contrainte, qui mène généralement ou à une transaction ou à une escature du TGI. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de marché travaux à l'outil, l'article 10 du code du marché public, voire l'ordonnance du 6 juin 2005, dont les titulaires de marché sont les grands constructeurs, ça peut être Vinci, Bouygues, des gros constructeurs nationaux, internationaux. Ceux qui s'engagent dans une relation créancier, c'est-à-dire les entités juridiques qui s'engagent dans une relation créancier-donneur d'ordre et débiteur sous-traitant, avec l'outil de convention nommée sous forme de sous-traités, qui sont généralement à prix forfaitaire, ferme, actualisable, révisable, peu importe. Une convention nommée, je vous le rappelle, nommée sous-traité, qui est digne d'être, est bien sûr composée de plusieurs éléments. Ces éléments sont une condition générale, une condition particulière, une condition spécifique, une condition pro rata, une convention pro rata, une convention GRU s'il y a lieu, et en annexe une déclaration globale sur l'honneur. On pourra noter qu'il peut y avoir certains marchés qui, entre guillemets, sont recalés, c'est-à-dire que par le créancier donneur d'ordre et non l'attributaire de marché, et non l'attributaire, le pouvoir adjudicateur ou le maître d'ouvrage. C'est-à-dire que proche de la date de notification, une nouvelle pièce apparaît qui est celle à bien se greffer quelque part à cette convention. Voilà. Elle se nomme additif aux conditions générales, spécifiques et particulières et au CCTP. C'est une sorte de oups, j'ai oublié, et on est obligé de l'intégrer. Donc bien sûr, celle-ci est nécessaire. Il y a une nécessité, vu à l'apparition de celle-ci, d'une modification de l'article dans toutes les conditions annexes et dictant la hiérarchisation des pièces. Donc au sein des conditions particulières, éléments de la convention nommée, sous-traitée, se trouve enfouie à la 11e page, généralement, une clause qualifiée de clause compromissoire. C'est quoi une clause compromissoire? Donc celle-ci stipule que la partie demanderesse à l'arbitrage propose à la partie défenderesse la désignation de l'un des arbitres, ainsi de ceux qui auraient été désignés pour leurs compétences et leur expérience reconnue en matière de contentieux, de construction, agissant comme arbitre unique. Donc, en dessous, bien sûr, il y a la liste des arbitres. En cas de désaccord, les parties notifiées dans le délai de 8 jours sur la désignation de l'arbitre unique, celui-ci sera désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal de grande instance. Parmi l'un des arbitres désignés au présent article, c'est-à-dire tout simplement un des arbitres étant listé dans le contrat. Donc la partie la plus diligente, elle, informera l'arbitre de sa décision et de la désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour le cas où tous les arbitres dont le nom figure ci-dessus, c'est-à-dire dans
la liste en question, vous pourrez accomplir leur mission d'arbitre unique pour quelque cause que ce soit, que monsieur le président du tribunal de grande instance de telle ville sera saisi de la requête de la partie la plus diligente aux fins de désignation d'un arbitre unique en dehors des personnes qui sont mentionnées hypothétiquement dans la liste au-dessus. Voilà. Donc, l'arbitrage, ce qu'il faut savoir dessus, sur lui, c'est qu'il a une longue histoire. Il y a longtemps qu'il est là. Tout commence d'abord à Rome, avec l'Empire romain. Déjà, les parties pouvaient convenir de faire trancher leurs différends par des arbitres ayant le pouvoir de juger sans se conformer aux règles de droit. Donc le procédé a traversé les siècles, a parcouru la plupart des systèmes juridiques. En France, notamment, l'ordonnance de 1673 en matière commerciale lui fait une place assez substantielle. On notera que la tentative de la législation de 1673, sous une forme d'ordonnance, ne comportant peu de dispositions, je dirais, relatives aux sociétés, fut un échec relatif. L'attitude des rédacteurs du Code civil et du Code du commerce ne fut guère plus hardie. Après avoir donné une définition de la société considérée comme un contrat de Code civil, on retient une distinction entre les sociétés générales, les sociétés particulières. Et quant au Code du commerce, il est organisé succinctement le statut de 3 catégories de forme sociétale, commerciale, la société en nom collectif, la société en commandite, connaissons, et l'association en participation, qui est également aujourd'hui nommée SEP. Donc le point de vue remarquable était que les sociétés de capitaux demeuraient soumises à l'autorisation du gouvernement, voilà, du royaume. Enfin, on rappellera que la mise à part l'article 529 du Code civil, une disposition ne reconnaissait expressément la personnalité morale des sociétés. La consécration de la personnalité morale fut l'œuvre de voies prétoriennes légales, c'est-à-dire d'une jurisprudence, notamment judiciaire. Voilà. Donc la Révolution française, soucieuse d'une justice, elle, contractuelle, peut accepter, à l'époque, elle a été acceptée, et puis plus ou moins, puis totalement, et puis imposée. Bon, il en voit un mode de résolution des conflits conforme à des idéaux et des valeurs de fraternité qu'elle entend voir régner entre les citoyens, tout simplement par une loi de 1790. Donc les révolutionnaires les rendent même obligatoires pour trancher les contestations dans les lieux familiales. Donc le code de procédure civile de 1806 retient un mode de règlement des conflits facultatifs, mais lui consacre un nombre conséquent de dispositions, signe de faveur à laquelle il est perçu. Donc notre code de procédure civile actuel, notre code de procédure actuel a conservé cette approche dans l'institution d'encadrement minutieusement dans les articles 1442 et 1507 du code de procédure civile. L'arbitrage interne et international que nous analyserons, je dirais, ultérieurement dans notre enregistrement, peut-être même celui-ci. Donc l'arbitrage peut se définir comme un mode de résolution des conflits. Mais celui-ci est de type conventionnel, en opposition à un arbitrage, à une justice étatique, ce qui est problématique pour notre République. Bien, par lesquels ce mode de résolution de conflits conventionnels
peut être ce mode réglé par des parties qui finissent, qui choisissent, je dirais, une ou plusieurs personnes privées, voilà, pour leur demander de juger au besoin leur équité, leurs différends qui les opposent. Donc le code de procédure civile encadre rigoureusement le procédé et délimite tout d'abord le champ de l'application de l'arbitrage. S'agissant d'une justice au fondement conventionnel, les parties doivent avoir leur libre disposition de leurs droits. Elles vont en effet renoncer à la justice d'État. Aussi, l'arbitrage ne se conçoit que dans les matières qui n'intéressent pas l'ordre public. Ça se comprend. Il serait ainsi impossible de prévoir, je dirais, un arbitrage dans le domaine d'une poursuite qui serait hypothétiquement fondée sur la responsabilité contractuelle d'autrement d'un constructeur concernant hypothétiquement un vice apparent réservé ayant pris ampleur et conséquence, celui-ci qui aurait été axé sur un procès verbal en omettant le contradictoire de celui-ci qui est bien sûr d'ordre public, donc qui est explicité ou expirait ou rendrait explicité de nullité ce même procès verbal, puisqu'il y aurait eu un désordre d'ordre public. Donc demeurant pour l'heure, une décision serait une décision d'ordre judiciaire. Donc une justice étatique. Donc l'acte par lequel les parties entendent recourir à l'arbitrage se dénomme un compromis d'arbitrage. Tout simplement, le compromis n'est pas forcément postérieur à la naissance du conflit, il peut l'anticiper, qui est aussi bien. Par exemple, un moment, avant la signature d'un contrat, en prévision de conflit qui pourrait résulter de l'application de ce contrat, les parties peuvent décider de toute difficulté à naître sera résolue par la voie d'arbitrage. Donc une clause le prévoyant est alors insérée dans le contrat, clause qui est qualifiée donc de clause compromissoire. Donc, clause que je viens de vous citer en début d'enregistrement. Par le compromis, les parties précisent l'objet de leur litige. Donc, et désignent le ou les arbitres qui sont choisis. Donc, dans le cadre de marché travaux, il s'agit des représentants des entités juridiques qui seraient participants au marché en exécution. Donc, en pratique, le plus souvent, chacune des parties désigne son propre arbitre. Les arbitres désignés se réunissent pour en désigner un troisième qui préside bien sûr la juridiction arbitrale. Donc les arbitres sont librement choisis par les parties au regard de leurs compétences dans un domaine et de leur majorité particulière ou tout simplement la confiance qu'ils sont portés. Donc seul un juge ne peut pas être arbitre, c'est une loi d'ordonnance qui le stipule, c'est l'ordonnance 58-122-268 journal officiel de 23 décembre 1958 en page 115 051. Les arbitres doivent en principe faire une application des règles de droit. Néanmoins, les parties peuvent les dispenser et leur conférer la mission de statuer en équité. Donc c'est ce que l'on appelle statuer en amiable compromisseur. Donc la décision rendue est une sentence arbitrale. Je bien dis une sentence. Donc elle est autorité de chose et de juger au même titre qu'un jugement étatique. Donc elle lie par conséquent les parties et reste la sentence qui n'a pas effectivement de force exécutoire, mais qui n'a aucun moyen de contrainte aussi, ne peut être utilisée pour forcer la partie qui a succombé à exécuter ce qu'elle doit. Donc, si les arbitres sont investis d'un pouvoir effectivement de juger, que l'on nomme juridictio,
ils ne sont pas investis d'un pouvoir de contrainte, donc ce que l'on nomme imperium. Donc, il n'y a que l'État qui détient ce pouvoir de contrainte, fort heureusement, en ce sens que le monopole de l'État est plus ou moins ou partiellement altéré. Mieux, s'il est nécessaire de conférer la force exécutoire à la sentence que la partie condamne refuse de s'exécuter, pour cette dite sentence, il faudra en passer par les fourches codines, je dirais, étatique, quelque part, du tribunal de grande instance, c'est-à-dire TGI de la ville en question, dans le cadre d'une instance en exacture, donc compétence pour revêtir de la sentence de la formule exécutoire. Donc, à l'occasion de cette instance, il faut savoir que le tribunal de grande instance ne rejuge pas, au fond, l'affaire qui est tranchée par l'arbitre, par les arbitres ou le tribunal arbitral. Le tribunal de grande instance exerce tout simplement un contrôle ou une vérification. Une vérification de quoi, diriez-vous? Une vérification de la sentence au regard de la régularité procédurale, mais aussi une vérification de la conformité de l'ordre public. La souveraineté de l'État retrouve alors son emprise. Le succès de l'arbitrage est incontestable, en particulier dans le mode des affaires. L'institution présente en effet un certain nombre de caractères qui sont d'autant plus des atouts, qui sont comparés à la justice étatique. On ne peut contester tout d'abord que l'arbitrage est plus rapide que la justice étatique. Donc chacun connaît l'encombrement, je dirais, des juridictions. Cela ajoute la confortable discrétion des audiences et des sentences arbitrales qui, à la différence de la justice étatique, ne sont pas publiques et demeurent généralement à l'abri du tumulte dit médiatique. Ce secret participe ensuite à faire la justice arbitrale une justice quelque part entre soi. Donc, entre professionnels du même milieu qui privilégieront souvent une solution de transaction transactionnelle à une décision, je dirais, judiciaire à être tranchée. Donc, ne serait-ce que pour ménager des rapports d'affaires ultérieurs. Enfin, dans le commerce international, l'arbitrage présente l'avantage de couper court aux incertitudes relatives à la loi de la juridiction compétente du pays en question. Donc, il constitue à cet égard le mode de résolution des conflits qui est plus ou moins, je dirais, aléatoire des justices étatiques. Comme par une sorte de retour quelque part aux origines. En droit international, l'arbitrage redevient le mode de justice privilégié quand l'absence d'État, ou plus exactement, pourrait être ici le trop-plein d'État qui empêche la résolution des conflits. Donc, ce n'est pas une absence de l'État, mais c'est un trop-plein de règles étatiques internationales qui fait que, en termes de business international, on préfère l'arbitrage de type international. Donc, cela dit, l'arbitrage est loin d'être paré de toutes les vertus, ça je vous l'accorde, et même plus je le dis, je dirais plutôt pour un type interne et non international. En premier lieu, il y a le coût. Le coût est non négligeable qui repose sur les parties. En effet, la rétribution des arbitres peut atteindre des sommes qui sont considérables, auxquelles s'ajoutent des honoraires des avocats qui peuvent assister aux parties tout au long de l'instance.
Le temps gagné sur la lenteur judiciaire et les économies gagnées sur les voies de recours ordinaires risqueront au final d'être payés plus ou moins cher. Et c'est d'autant plus que l'absence de la compétence juridique de certains arbitres qui les conduit quelquefois à prendre des libertés et des règles fondamentales de procédure. Donc dans ces circonstances, comme un pied de nez dans la justice arbitrale, il faudra saisir une juridiction étatique pour trancher des difficultés. Donc comme quoi la justice étatique n'est jamais loin. L'arbitrage peut ainsi se révéler générateur de contentieux si c'est le cas, ou quand l'État, chassé, je dirais quelque part par une porte, rentre et revient par une fenêtre. C'est là où l'arbitrage perd tous ses attraits quelque part. Voilà. Comme nous le savons, l'arbitrage est encadré par le Code de procédure civile. C'est donc les articles que je vais vous citer qui l'encadrent, plus ou moins. Donc, nous allons commencer par l'arbitrage interne et les conventions de l'arbitrage. Donc, en effet, pour qu'un arbitrage soit quelque part, il faut concevoir une convention. Cette convention, il faut qu'elle soit nommée la convention d'arbitrage. Donc, et qu'elle soit jointe dans un règlement qui crée une clause spécifique dans les conditions particulières du contrat nommé sous-traité. Donc ça veut dire quoi? Dans notre contrat nommé sous-traité, je vous ai stipulé qu'il y a des contrats qui ont une condition particulière. Je vous ai stipulé que dans la condition particulière, notamment à sa page 11, il y avait une clause dite compromissoire que je vous ai édictée en début d'enregistrement. Adossé à cette clause particulière, à cette condition particulière et à cette clause de compromission, il faut concevoir une convention. Voilà, une convention nommée la convention d'arbitrage, tout simplement. Donc, l'article 1442 du Code de procédure civile, la convention d'arbitrage, elle prend forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis. La clause compromissoire est une convention par laquelle les parties, à un ou pour plusieurs contrats s'engageant à soumettre l'arbitrage des litiges hypothétiques qui pourraient naître et relativement à ce ou ces contrats. Donc le compromis et la convention par laquelle les parties d'un litige se soumettent à la chose, donc celui-ci à l'arbitrage. Donc, je vais maintenant évoquer l'article 1443 qui a peine de nullité la convention d'arbitrage qui est écrite si elle peut résulter d'un échange d'écrits ou d'un document auquel il fait de référence à la convention principale. Donc, c'est ce que je vous expliquais au départ, il faut qu'elle soit évoquée dans la convention principale, en clause générale. La convention d'arbitrage qui désigne le cas échéant la référence à un règlement d'arbitrage, le ou les arbitres, ou le pouvoir de modalité de leur destination. À défaut, il est procédé conformément à une disposition aux articles 1451 à 1454 du Code de procédure civile. Le 1445, à peine de nullité, le compromis qui détermine l'objet du litige. Les parties peuvent compromettre, en 1446, peuvent compromettre le même recours, une instance a déjà engagé devant une juridiction. 1447, la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Elle n'est pas affectée à l'inefficacité de celui-ci. Lorsqu'elle est nulle, la clause compromissoire est réputée non écrite. Nous avons le 1448, lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'État.
Donc, c'est-à-dire, on sort du système conventionnel, on va en juridiction d'État, celle-ci se déclare incompétente, sauf si le tribunal arbitral n'a pas encore saisi la convention d'arbitrage et manifestement nulle, manifestement inapplicable. Donc, la juridiction d'État ne peut relever d'office son incompétence. Toute stipulation contraire au précédent article est réputée non écrit. L'article 1449, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué. Donc, à ce parti s'assit une juridiction d'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction, une mesure provisoire conservatoire. Voilà. Le tribunal arbitral. Donc, la mission d'arbitre ne peut être exercée que par une personne physique jouissant de plein droit, plein exercice de ses droits. Si la convention d'arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne dispose que de pouvoir d'organiser l'arbitrage. Le tribunal arbitral est composé d'un ou plusieurs, arbitres en nombre impair. Il est complété si la convention d'arbitrage prévoit la désignation d'arbitre en nombre pair. Et si les parties ne s'accordent pas sur la désignation d'un arbitre complémentaire, le tribunal arbitral est complété dans un délai d'1 mois à compter l'acceptation de leur désignation par les arbitres choisis, à défaut par le juge d'appui mentionné à l'article 1459. En l'absence d'accord des parties sur les modalités de désignation, sur les arbitres en cas d'arbitrage par un arbitre unique, si les arbitres en partie ne s'accordent pas sur le choix de l'arbitre, celui-ci est désigné par une personne qui serait chargée d'organiser l'arbitrage, ou il faut à défaut un juge d'appui. 2. En cas d'arbitrage par 3 arbitres, chaque partie en choisit les 2 arbitres ainsi que choisit désignant le 3e. Si une partie ne choisit pas d'arbitre dans un délai d'1 mois à compter de la réception, la demande qui lui est faite par une autre partie des 2 arbitres s'accorde sur le choix du 3e dans un délai d'1 mois à compter de l'acceptation de la désignation de la personne chargée d'organiser l'arbitrage ou à défaut du juge d'appui qui procède cette désignation. Bien, nous allons maintenant évoquer l'article 1453 lorsque le litige oppose plus de 2 parties, celles-ci ne s'accordent pas sur les modalités de constitution de tribunal arbitral. Donc la personne qui serait chargée d'organiser l'arbitrage, ou à défaut le juge d'appui, désigne le ou les arbitres. Bien, c'est la fin de la première partie. Je vous invite à regarder dans une prochaine vidéo ou tout simplement à lire le livre sur l'arbitrage que vous pouvez acheter sur Amazon. Merci et au revoir.